Bienvenue chez Reset Your Mind. Cette semaine, un épisode encore un peu particulier. Je reçois une invitée qui me tenait à cœur d'avoir parmi nous, Julie Dehors. Laissez-moi tout d'abord vous dresser un peu le tableau. Vous allez très vite comprendre ce qui m'a motivée. On le sait, il y a des mots qui changent une vie en quelques instants. HPI, TDAH, TSA, 10 et toutes ces variantes. Parfois, il arrive comme un soulagement, enfin, une explication. Et surtout, un nom sur quelque chose que l'on ressentait depuis des années. Mais parfois il tombe aussi comme une étiquette de plus, une nouvelle case, une nouvelle inquiétude. Et si nous regardions les choses autrement? Et si la question n'était pas qu'est-ce qui ne va pas, mais plutôt qu'est-ce que cette singularité nous raconte de cet enfant, de notre enfant, et accessoirement parfois de nous-mêmes? Parce qu'après tout, qui peut vraiment prétendre entrer parfaitement dans la norme? Qui aime rentrer dans la norme, même si cela rassure? Aujourd'hui, nous allons parler de différence, d'éducation, d'épuisement aussi parfois, mais surtout de puissance, de potentiel et de compétences, parfois un peu cachées. De cette conviction profonde où personne ne se résume par un diagnostic. Alors mon invitée a fait de cette conviction son projet de vie, ça fait plus de 25 ans qu'elle évolue dans ce milieu-là. Elle accompagne depuis des années des enfants qui pensent parfois être trop, pas assez, ou aussi à côté. Et face aux limites du système traditionnel, elle a aussi choisi de ne plus seulement observer, mais de construire une autre voie, une autre façon d'accompagner à travers ses propres accompagnements, mais aussi dans ses écoles qu'elle a cofondées, des lieux, des manières de faire, des manières de penser, pour révéler les singularités plutôt que de les faire rentrer de force dans une case. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Debord. Julie, sois la bienvenue et je te remercie de prendre le temps d'être à notre micro. Est-ce que cette présentation résonne pour toi et qu'est-ce que j'aurais potentiellement oublié, dis-moi? Écoute, ça résonne beaucoup pour moi et j'adore. C'était fluide, c'était clair, c'était limpide, comme j'aime, c'était direct. Et je suis très contente d'être ici avec vous et que tu m'ouvres aussi cette porte de se dire quoi d'autre est possible au-delà des diagnostics, des étiquettes. Parce que c'est souvent en France, on n'a souvent pas l'occasion. Voilà, les gens vont pas mal rester dans les étiquettes et les diagnostics sans se dire forcément, mais attendez, est-ce que c'est vraiment un trouble? Est-ce qu'il y a vraiment, il pourrait y avoir des capacités aussi derrière ces mots-là en fait. Donc franchement, un grand merci pour cet espace et j'ai hâte de commencer cette conversation avec toi. Parle-nous tout d'abord un petit peu de toi, si tu veux bien. Qui est Julie? Qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui nous amène ici. Alors moi, je m'appelle Julie Debord, je suis facilitatrice, éducatrice, thérapeute, enseignante, co-créatrice d'école. Donc j'ai pas mal de casquettes. Alors j'ai une histoire un peu particulière, je viens d'une famille de soignants. Mon grand-père était médecin et holistique. En fait, c'est-à-dire que contre vent et marée, il a intégré l'acupuncture, l'étude des yeux, les fleurs de Bach, la médecine de manière générale, l'homéopathie. Il a été beaucoup combattu en France. Donc je viens quand même de quelque chose où on se dit attention, on va pas rester dans la norme et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et j'ai aussi un papa qui est médecin de rééducation fonctionnelle à la DAS auprès d'enfants polyhandicapés. Donc moi, depuis que je suis toute petite, voilà, notamment, je me rappelle quand j'avais l'âge de 6 ans, ça m'a beaucoup marqué parce que j'allais dans les instituts médico-éducatifs. Donc les IME, c'est un peu les hôpitaux psychiatriques pour les enfants voilà, qui ont différents handicaps, qu'on ne sait pas trop quoi faire de leurs différences. Et je me rappelle que d'avoir vu quand même des enfants autistes enroulés dans des draps froids pour calmer des crises. J'ai vu la différence maltraitée à beaucoup, beaucoup d'endroits et dès mes 6 ans, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est aussi punitif, aussi violent? Et comment ça se fait qu'on essaie de combattre des comportements sans vraiment chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait?» Donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu une scolarité, on va dire, de bonne élève qui dérangeait pas trop. Et à mes 22 ans, j'ai arrêté mes études et je me suis dit: «Je vais au Canada. Je sais pas ce que je vais y faire». Et donc du coup, je suis partie au Canada et je suis devenue thérapeute auprès notamment je me suis spécialisée dans l'autisme donc pendant presque 10 ans. Donc je suis allée dans des cliniques en tout ce qui était thérapie comportementale, jusqu'à y trouver une limite parce que c'est un peu la carotte et le bâton. Donc si tu fais ce comportement, tu auras un bonbon. Si tu fais pas ce comportement, voilà, il peut y avoir un ensemble de conséquences pour lesquelles j'étais pas trop. Et un jour, j'ai une famille qui est venue me chercher, qui m'a dit, donc dans ces cliniques, il y avait majoritairement des enfants autistes, mais tu retrouvais des enfants neurodivergents, hein, majoritairement TDAH avec des 10, au potentiel ou pas, il peut y avoir une déficience intellectuelle. Donc j'ai vraiment fait un spectre humain très très large, c'est-à-dire des enfants non verbaux autistes qui on va dire qui mangeaient leur caca, vraiment pour vraiment avoir une voilà. Et j'ai aussi travaillé avec des enfants avec un génie incroyable dont on savait pas trop quoi faire en fait parce que c'était aussi une autre forme de pas du tout être dans la case en fait. Donc j'ai vraiment voilà moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le spectre humain et de me dire plutôt que de dire il a un trouble, il a un déficit, je vais plutôt aller chercher derrière le comportement
comportement derrière le trouble ou derrière le déficit, qu'est-ce que le corps en fait est en train de dire et quel est le besoin souvent qui n'est pas répondu en fait. Parce que plus on va essayer de mettre quelqu'un dans une case, plus le corps il va se tendre et plus on va avoir tout un ensemble de comportements qui peuvent déborder sur du trouble, du déficit et voir des gros handicaps et voir même des grosses post-traumatiques avec lesquels il est difficile de dealer si t'as pas, voilà, si tu les traites pas un minimum en amont en fait. Donc j'ai fait ça, puis un jour il y a une famille qui est venue me recruter, elle m'a dit du coup nous on quitte la clinique, ce qu'ils font c'est trop violent. Et vu que t'es un petit peu hors norme, est-ce que tu serais ok qu'on t'engage? On a construit une petite pièce dans notre maison et on a mis que l'univers de l'enfant. Donc l'enfant sur le moment était diagnostiqué autiste sévère. Les spécialistes avaient dit il parlera jamais, il sera jamais autonome, voilà. Et du coup moi j'avais vu le petit boubou, le petit bout de chou là. Je disais ah bon lui il va pas, enfin sur quoi vous vous basez parce qu'il parle pas encore ou parce qu'il fait juste, il faisait des sons. Et du coup les parents nous ont dit bon voilà on va construire à partir de quelque chose de spécifique. Lui il aime que les logos. J'ai fait ah ok bon en autisme tu peux retrouver des intérêts très très spécifiques sur un sujet, voilà même si ça peut évoluer dans le temps. Et donc du coup bah j'ai été dans cette petite pièce donc il y avait des logos McDonald's, Burger King. Alors c'était au Canada, donc il y avait tout ce qui était les enseignes canadiennes et américaines. Et du coup, on est parti d'un petit logo McDonald's. Et en fait, j'ai commencé à les dessiner. Donc au début, il voulait pas trop que je m'approche de lui, donc j'étais à une sorte de distance, on va dire confortable pour lui. Puis petit à petit, j'ai commencé à dessiner les logos, j'ai commencé à devenir sécuritaire. On était dans du connu, donc on faisait que ce qu'il aimait. Petit, bah, j'ai commencé à amener des personnages, à faire des scénarios. Et en fait, le gamin a développé le langage, regardé dans les yeux, et maintenant il a une vie, il est marié. Donc voilà, donc c'est vraiment une expérience qui m'a profondément marquée en me disant mais attention, enfin moi je suis ok pour les diagnostics à partir du moment où ça vient juste faire une image à un moment donné. Mais je trouve que bah, les diagnostics enferment beaucoup plus qu'ils n'aident en fait. Sur le moment ça peut être un soulagement comme tu disais, mais bien souvent l'humain ne l'utilise pas comme juste un outil ou juste une lunette, il en fait vraiment voilà quelque chose dans lequel l'individu va rester toute sa vie. Et du coup je pense qu'un diagnostic, son but c'est d'être dépassé en fait. C'est de te donner un élément d'ensemble qui peut être difficile pour l'individu et ensuite de voir bah, comment on peut dépasser ces difficultés. Et au-delà de ça, c'est ok, derrière ces difficultés, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des capacités? Parce que ce gamin-là, il avait une mémoire de fou. Après, il te reproduisait des dessins, mais de malade. Et après, il est parti dans le dessin, dans l'animation, dans un studio à Montréal. Voilà, après, il vit sa vie à sa manière et avec son rythme. Mais en tout cas, voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et après, bah, beaucoup de parents sont venus me chercher pour différentes choses, mais c'était surtout pour que finalement j'aide le parent à rencontrer son enfant. Parce que ce qui peut être difficile en autisme, c'est que ouais, donc en fait moi ma spécialité, si je peux résumer dans toutes les étiquettes que j'ai données, moi ce que j'adore, c'est quand j'aide le parent à vraiment rencontrer son enfant. Viens pas me voir pour me dire comment on gère une crise. Je peux te donner un ensemble d'éléments, mais si j'ai pas la big picture du parent avec son écosystème sur ces choses, moi je travaille vraiment en holistique. Et du coup, je peux aller aider, bah, par exemple, un parent où ils n'ont pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Alors, un parent peut me dire il est TDAH et moi je suis pas TDAH et du coup ça se choque, mais le problème il est pas vraiment là. Le truc, c'est vraiment comment on fait. On construit un pont entre les deux rives et comment on fait pour se rejoindre ensemble. Et le parent, bah, il va avoir un petit devoir, c'est d'aller dans un premier temps rejoindre son enfant dans son univers. Ça, c'est une des premières étapes que j'enseigne aux parents et d'aller aussi bah, rencontrer les besoins de l'enfant. Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, c'est la méthode Unica que tu évoquais, c'est ça que tu as Oui, c'est développée, ça, oui, oui. qui est ton Oui, oui. propre accompagnement aujourd'hui? Oui, c'est à partir de Parce que la c'est méthode hyper Unica. intéressant de voir ça autrement qu'à travers le diagnostic, comme tu l'as très bien dit. Pour beaucoup, ça devient un soulagement de dire ah enfin je vais avoir le résultat. Mais en fait, une fois qu'on a ça, on se retrouve quand même un peu démuni parce que bah, c'est bien cool. On a une étiquette de plus, une case de plus très souvent qui nous amène à devoir y rentrer. C'est aussi source d'angoisse pour beaucoup parce que qu'est-ce qu'on en fait? Et donc toi, ton credo, si je puis dire, c'est vraiment comment éviter que le diagnostic devienne une identité. Et le premier pas, si je comprends bien, c'est déjà créer un espace propice pour être à la rencontre Oui, de cette différence, de cette singularité, ou de ouais, ces tout à fait. singularités au pluriel. Oui, parce que le premier besoin, de toute façon, pour un être humain, ça va être, peu importe le diagnostic ou la divergence, c'est vraiment, bah, que tu sois dans un endroit qui soit sécuritaire. Mais le deuxième, c'est le besoin de connexion, en fait, le besoin d'amour. Et chez les enfants qui peuvent capter énormément de choses dans leur environnement, le besoin de connexion, il peut être encore plus fort. Tu vois? Parce que moi, j'ai une école, du coup, je suis créatrice, d'une école aussi qui s'appelle Station Phoenix. Et nous, on a Oui. des résultats assez incroyables avec les enfants parce que ce qu'on travaille en premier, c'est la sécurité. Donc la sécurité, forcément, de leur donner un endroit où ils sont en sécurité, mais c'est de leur faire travailler leur sécurité intérieure. Parce que si t'es pas en sécurité intérieure avec toi, il peut se passer un tout petit truc et ça va complètement te déstabiliser. Mais au-delà de ça, c'est aussi de se dire, bah, en fait, les adultes, ils vont être en connexion, donc ils vont être en capacité d'être en dialogue avec moi.
Et plutôt que de me dire, bah, il est hyperactif, il est impulsif, je sais pas, il est autiste, il est mutique, il parlera jamais de sa vie. C'est comment moi, en tant qu'adulte, je deviens un espace Mhm. sécuritaire pour permettre à l'enfant de se réguler. Parce qu'un enfant ne peut pas apprendre à se réguler tout seul, il a besoin de l'adulte pour ça. Après, il va le faire tout seul, mais comment je peux me permettre d'être cet espace sécuritaire et de connexion et d'amour, hein, avec cet enfant-là, avec mon enfant, pour lui permettre de me rencontrer. Et en fait, on va gagner beaucoup de temps justement sur la gestion de crise. Tu vois, moi, on me contacte beaucoup pour des gestions de crise et tout ça, et je réponds aux parents, mais en fait, venez pas me voir pour ça parce que le problème, il n'est pas là, en fait. Vous allez, je peux vous dire deux, trois tips qui va peut-être vous aider avec votre enfant, mais les crises, elles vont avoir différents visages au travers des âges, et c'est pas forcément là qui est le problème. En fait, c'est comment moi aussi, dans une crise, j'arrive à me réguler, à rester un espace safe, même si on n'est pas parfait. À un moment donné, on peut gueuler, en avoir marre, être fatigué d'une journée. Je dis pas qu'il faut être parfait, mais c'est quand même avoir cette conscience-là que je peux être un repère stable pour l'enfant et lui permettre cette transformation-là aussi. Et dans Unica aussi, ce que j'enseigne, c'est les Ouais. besoins, et j'enseigne aussi le fait que l'enfant, il est là aussi pour nous enseigner des choses. Hmm. Qu'est-ce qui révèle justement, qu'est-ce que les enfants atypiques nous révèlent de nos propres singularités selon toi? Parce que beaucoup de parents découvrent aussi leur propre divergence, si je puis dire, ou singularité, ou hypersensibilité à travers l'accompagnement qu'ils font pour leurs enfants. Est-ce que quelque part nos enfants ne nous obligent pas aussi à nous regarder autrement? Bah oui, parce que déjà, enfin moi en tout cas quand j'accompagne les parents, déjà ils sont un peu obligés de changer de regard sur leur enfant. Et du coup, quand ils changent de regard aussi sur eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, oh waouh, moi quand j'étais petit, je faisais ça. Ou moi quand j'étais petit, je pouvais pas faire ce qu'il est en train de faire, en fait. Et donc ça va réveiller pas mal de choses. Et pour moi, l'enfant, il est pas mal un miroir aussi. Donc ils viennent nous révéler aussi notre. Tu sais, moi, ce qui revient beaucoup dans les enfants de l'école, c'est qu'ils me disent souvent, parce que moi, ça fait 25 ans que j'entends les enfants parler. Enfin, même ceux qui parlent pas, j'arrive à percevoir des choses. Et du coup, ils me disent, mais en fait, les adultes, il y a un truc sur lequel il faut que vous travaillez. Et j'ai dit, bah, c'est quoi? C'est vous êtes incohérent. Et j'ai dit, c'est-à-dire, il m'a dit, vous dites un truc, Ah, et dans votre corps et dans votre et énergie, vous c'est tout faites le autre. contraire. Ah ouais. Et en fait, alors moi, plutôt que de parler de TDAH, autisme et tout ça, je les appelle les supersensibles. Parce qu'en fait, chez le supersensible, ce qui va être primordial, c'est pas les mots, c'est ton énergie qui se dégage de ton corps. Est-ce que tu vas être en cohérence entre ton corps et ce que tu es en train de dire? Et ça, en fait, c'est un truc qui m'a marqué. Et en fait, c'est eux qui m'ont permis de créer le mot supersensibilité parce que c'était pour se dire, OK, mais en fait, chez tous ces profils-là un peu neurodivergents, il y a un langage qui commence, c'est vraiment le fait d'être cohérent entre ton énergie et ce que tu vas dire. Il y a quand même un langage. Il y a des besoins aussi qui peuvent être spécifiques, un besoin d'être à son rythme, un besoin de régénération, parce ça peut être des enfants qui vont capter énormément de choses dans leur environnement. Donc, on peut avoir aussi un besoin de repos et de régénération qui est complètement normal. Voilà, qu'il faut aussi leur apprendre à gérer. Donc, ouais, voilà, je me suis dit aussi, je vais inventer supersensibilité parce que ça va nous permettre aussi de se dire, d'aller chercher les capacités. Moi, ce qui m'intéresse chez un individu, que ce soit un parent, un adulte qui vient me voir ou un enfant, c'est en fait quelle est ta capacité et c'est quoi ta contribution pour le monde. Tu viens pour, comme tu disais, tu as un credo ou un créneau particulier. Et en fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, plus on va les aider à aller dans la contribution qu'ils sont pour le monde et plus on va les aider à aller dans la création qu'ils sont pour le monde, moins ils vont nous faire du trouble. Ouais. Plus ils vont sortir en fait de ce que Ouais, nous on qualifie de trouble de de troubles, parents. voilà, plus voilà. Ils vont peut-être et oui, puis ils vont mettre leur énergie sur quelque chose qui va c'est focusé sur quelque chose de positif qui va leur permettre de créer, de s'exprimer, de montrer leur vision. Donc ils vont être aussi peut-être moins enclins quand même des fois à faire quelques comportements pour avoir de l'attention parce ils s'ennuient, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'enfants à l'école qui arrivaient parce qu'ils s'ennuyaient, ils n'étaient pas assez stimulés et du coup, ils te faisaient des comportements et tu voyais que bon bah OK, bon, quel est le projet que tu veux développer à l'école pour que ça se passe bien en fait et que tu puisses mettre toute cette énergie là de fou que t'as, bouh, et que tu la mettes dans une création en fait. Et c'est normal aussi que des fois ils aient Complètement. besoin d'avoir. Donc c'est pour ça aussi que tu parles aussi souvent de d'autorégulation et on n'est pas une génération où on nous a trop appris à nous autoréguler. On commence à être la génération qui capte qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Enfin, on nous a appris une manière de faire qui fonctionne pas forcément bien, mais on n'a pas forcément les clés pour autant pour la suite. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de parents de notre génération, de ta génération, qui t'ont appris ou qui nous ont appris à nous autoréguler en fait. Moi, autoréguler, je l'ai appris parce que j'ai vraiment travaillé avec des enfants qui ont eu des comportements, alors des fois un peu violents aussi, où j'ai pu me mettre je savais pas trop comment faire, j'avais genre 22 ans, tu vois, quand t'es pas habitué, que t'arrives dans des maisons, enfin dans des habitations où il y a des parents qui vivent quand même des situations de crise, hein. Moi, j'ai été vraiment dans des familles aussi où
où les parents sont devenus violents entre guillemets parce qu'ils en pouvaient plus, ils étaient plus du tout ancrés dans leur corps, tu vois. Donc il y a des trucs où je me suis dit ok, je pense qu'il y a d'autres moyens pour décélérer les choses. Et l'autorégulation en plus ça peut prendre différentes formes. Tu vois, moi j'avais des enfants, quand tu vois les enfants qui font du hand flapping en tournant les mains, des enfants qui sautent, des enfants qui se balancent, des enfants qui tournent sur eux-mêmes. Des fois avec des objets, ils vont prendre des objets, ils vont les tourner ou ils vont les manipuler, c'est de l'autorégulation en fait. Tu peux avoir aussi, voilà, j'ai un enfant par exemple, un ado dans l'école, lui, il était en anxiété sociale, il arrivait à aller dans aucun endroit parce qu'il me dit, mais je capte tout, les émotions et tout, 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 tout. Et en fait, je rentre chez moi, j'ai passé 1 heure dans un endroit, je suis fatiguée pendant 4 jours. Et du coup, je lui ai dit, bah, en fait, quoi d'autre est possible? Ok, je comprends, ça c'est ton mode de fonctionnement jusqu'à maintenant, mais est-ce que tu penses que tu serais capable de venir à l'école que les matinées? Tu viendrais pas toute la journée? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un objet connu, quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui te nourrit, qui pourrait te permettre d'être avec ton corps à l'école plus facilement? Et du coup, il me dit, bon, bah, je réfléchis et je reviens demain. Le lendemain, il arrive avec, parce qu'il adore l'histoire, il est passionné d'histoire. Et puis, il lit des pavés sur des sujets, voilà, très particuliers en histoire. Et il arrive avec un livre, en fait. Et en fait, bah, le matin, il est arrivé, plutôt que de dire bonjour, il me dit, par contre, je serais pas en capacité de dire bonjour, je serais pas en capacité, machin. J'ai dit, bah, très bien, si tu nous le dis et tout ça. Donc, pendant 3 mois, il est rentré dans la pièce du lycée, du coup. Il prenait son livre, il arrivait à 9h pile, et de 9h à 9h15, il lisait son livre. C'est-à-dire que tu lui disais bonjour, tu rentrais dans l'espace, il répondait pas, il s'en foutait. Il était vraiment concentré dans son truc. Et à 9h15, il posait son livre et il s'est écrit une petite routine, un petit rituel et tout ça. Et après, bah là, à la fin de l'année, le livre, il le sort très très rarement en fait. Tu vois. Vraiment, ou parce qu'il a envie de lire aussi, hein, parce qu'il aime le livre, tu vois. C'est pas juste de l'autorégulation. Et en fait, ce livre lui a permis de créer une sorte de moment connu dans un endroit inconnu. Et après, bah, à la fin de l'année, il a plus forcément besoin du livre autant en fait. Ouais, d'où l'importance des rituels en fait et de Mm. ces choses connues qui t'ancrent et qui te permettent de créer cet espace sécuritaire que tu évoquais. À partir du moment où on sait qu'on est en sécurité nous-mêmes, à l'intérieur de nous, alors on peut aller vers les autres, mais Oui. on peut pas faire l'inverse. Non, non, ouais, tout à fait, oui. Mhm. Et puis ça va être à l'enfant, à l'ado de choisir aussi quand est-ce qu'il le fait et Mm. quelle forme ça va prendre en fait aussi. Oui, parce que il y a un monde qui est celui qu'on connaît autour et qui a ses qualités et ses défauts, on va dire, et il faut réussir à trouver un moyen d'être bien aussi ou de s'adapter à ça et trouver ces Oui, comportements aussi de, où tu arrives à revenir dans cette sécurité en fait. Parce oui, que tout tu à peux pas fait. être tout le temps exposé dans une zone qui te met à mal. Donc c'est Non, comment non, est-ce que tu acceptes de t'adapter, pendant combien de temps et de quoi tu as besoin pour revenir ensuite à toi. oui, tout à fait. Ça a bluffé les enfants parce qu'ils ont dit: «Waouh, la différence en 10 mois de même dans la sociabilisation, en fait, c'est incroyable, en fait». Il vient, c'est lui qui donne les cours d'histoire dans l'école. J'adore. Le système actuel, il atteint justement plutôt assez vite ses limites pour accompagner ses singularités. C'est ce qui t'a amené à créer Unica, tes propres accompagnements et cofonder ou co-créer l'école Station Phoenix. Tu peux nous en dire un petit peu plus de Unica, un peu de Station Phoenix aussi, puis surtout d'où vient ce feu sacré en toi qui te donne cette énergie, parce que c'est quand même un métier particulier, un métier qui est pesant au quotidien. D'où vient tout ça? Bah, je pense que quand j'avais 6 ans, en fait, quand j'étais dans les IME, dans les hôpitaux et que je voyais comment traiter la «différence» entre guillemets, ça m'a vraiment marqué en fait. Et je me suis dit je pense que dans ma petite tête de petite fille, je me suis dit: «Mais je pense que je vais trouver une solution à ça parce que c'est pas possible, en fait». Et surtout qu'après j'ai travaillé aussi dans les classes Ulysse et moi on a mis des enfants dans des classes Ulysse, mais le gamin c'était un génie, mais j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?» Il y a eu un «Ah oui, parce que tu es 10 et que tu sais pas écrire, on t'a mis dans une classe Ulysse». Le gamin, il pilote des drones, il fait des applications. Il y a un moment donné, il y a eu un problème dans la sélection. Et aussi mon petit frère, il a été mis par erreur quand il était en sixième dans une classe SECPA. Et je me rappelle que ça l'a traumatisé parce qu'il me dit mais qu'est-ce que je fais là en fait. Vraiment, qu'est-ce que je fais là en fait. Et du coup, ça l'a dégoûté de l'école, il a fait une phobie scolaire aussi. Donc j'ai vu mon petit frère aller à l'hôpital en hospitalisation. J'ai vu aussi tous les jeunes qu'il y a dans les hôpitaux à ce moment-là, des gamins brillants, très sensibles, très dans l'empathie, mais qui se font bouffer en fait aussi par leur capacité parce qu'ils savent pas comment les gérer. Et je crois qu'en fait cet ensemble de choses m'a marqué. Et je voyais aussi mon père à la DAS où on le forçait à mettre des diagnostics sur les enfants pour que les parents aient de quoi aient aussi l'argent qui va avec le diagnostic aussi. Parce qu'on sait très bien qu'avoir un diagnostic, ça ouvre aussi à des aides et c'est OK. Mais il y a aussi tout un système derrière ces diagnostics que j'ai vu. Donc, si tu veux, j'ai vu l'envers du décor. Et c'est quand je suis partie aussi au Canada, en fait, que j'ai vu qu'il y avait d'autres manières de faire. Les Canadiens étaient quand même beaucoup plus doux avec les enfants. Donc, je me suis dit, il y a d'autres possibilités, d'autres choses. Et après, moi, je pense que ma spécificité, c'est vraiment de créer des choses qui n'existent pas. J'aime bien dire que je vais dans un système et que je l'outre-crée.
Je vais dépasser l'existant pour créer des choses nouvelles. Pas parce que c'est nul, mais parce qu'en fait, c'est notre. Pour moi, c'est ce que je dis aux enfants, c'est que je dis, on a tous une contribution particulière à apporter au monde, et c'est notre devoir de d'amener nos spécificités. Donc là, ce que je fais avec l'école Station Phoenix, c'est qu'on regarde les incohérences, par exemple, des programmes scolaires. On essaie d'en faire autrement et on a fait une sorte d'emploi du temps qui permet d'allier passion, enseignement académique, émotionnel et tout ce qui va être bien-être de soi aussi à l'école. Et ça m'amuse parce que je suis dans ma capacité et c'est pas si lourd que ça parce que je suis pas toute seule non plus. Hein. Mais moi, ça m'amuse d'aller dans des endroits, tu vois, quand on m'a dit bah, cet enfant il parlera jamais. Bah ok, peut-être, point de vue intéressant. Tu as un point de vue intéressant, mais ce point de vue n'est pas forcément le mien. Si j'essaye et que j'y arriverai pas, peut-être que je vais m'allier sur ton point de vue, mais je me dis que dans l'énergie, j'avais senti vraiment que c'était quoi d'autre est possible. En voyant l'enfant et en regardant ce qu'il faisait quand même, je me suis dit non, c'est pas vrai ce qui est en train d'être dit en fait. Donc en fait, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment de savoir que je vais avoir un impact, que je vais créer des choses nouvelles. Donc ce feu, il vient de là. J'adore. Il vient de là. J'adore parce que j'adore ce que tu viens de dire qui est c'est ton point de vue. Le diagnostic, en fait, c'est un point de vue. C'est pas une vérité. Bah, ça, c'est un outil Et que ça, je j'utilise pense que ça beaucoup. fera. Ouais. Bah, en fait, il y a un truc que tu peux faire pour pas rentrer en réaction, parce qu'en fait, dans cette réalité, on te contrôle quand tu rentres en réaction. Donc, le but de pas rentrer en réaction, c'est de se dire, ok, fine, la personne en face de moi, elle a un point de vue. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est point de vue. Je le dis dans ma tête, hein, je le dis pas à lui, hein, forcément. Je peux peut-être lui dire la phrase de point de vue intéressant, mais dans ma tête, je me dis point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue intéressant. Point de vue intéressant que cette personne. Et je le dis jusqu'à ce que la tension dans mon corps, elle parte. Et puis parfois, c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant aussi. Parce que la personne, elle peut très bien avoir un point de vue qui me convient pas, mais ça veut pas dire que moi j'ai raison, que lui il a raison ou que lui il a tort en fait, tu vois. C'est deux réalités qui existent, et pour moi c'est ça aussi mon travail, c'est de permettre à chacun des enfants qui vient me voir, chacun des parents qui vient me voir, c'est de leur permettre de créer leur réalité. T'es là pour créer ta réalité, et chaque réalité enrichit celle des autres. Alors, je pense que ça, c'est extrêmement intéressant et important. Les personnes qui nous écoutent au sein de Reset Your Mind vont sentir l'écho. J'adore cette distance que tu mets entre, et ce respect aussi que tu mets, ok, point de vue, peut-être pas forcément le même que le mien, mais surtout ne pas rentrer en je veux avoir raison, ou il a tort, j'ai raison, ou alors il a raison, j'ai tort, qui vient complètement biaiser aussi le rapport à l'autre. Donc, Oui. merci vraiment pour ça. Il y a quelque chose que j'aimerais aborder avec toi et qui est plutôt une réflexion. Et si le vrai enjeu n'était pas de réparer nos enfants, mais de leur éviter de croire qu'ils sont cassés, quelles sont les phrases, les regards ou les comportements qui construisent justement, qui détruisent l'estime, selon toi, hein, de nos enfants? Tu veux dire quand le parent lui parle sans inconsciemment dans les phrases, Oui. tu sais souvent Parce que le dès qu'il y a parent, un diagnostic, il y a vraiment ce truc-là de il faut réparer, il faut le ramener à une certaine norme qui peut s'installer assez vite. Et en fait, tu le dis assez bien, je trouve. Derrière les troubles, il y a toute une palette de capacités qu'on n'explore pas parce qu'on est focus sur le trouble. Donc oui, tout à comment fait. aller plutôt enrichir et investir cet espace-là à travers des propos plus adaptés? Bah après, tu sais, c'est les trucs assez simples, c'est de dire, de vraiment faire sentir à l'enfant que tu es là pour lui, que tu vas être présent. Et moi, j'aime bien l'écoute active, c'est-à-dire que l'enfant, il va Mhm. parler, il va s'exprimer, toi, tu vas pas forcément répondre. Et moi, il y a une question que j'utilise, mais tout le temps. À l'école. Donc j'avais un gamin, il arrêtait pas de s'agiter dans tous les sens. Il était sorti de la classe parce qu'il s'énervait et puis il marchait de long en large comme ça, mais vraiment super rapidement. Et il me dit ouais Julie, je suis en train de m'autoréguler. Je lui dis alors excuse-moi, Arthur, mais non, tu n'es pas en train de t'autoréguler, tu es en train de t'énerver tout seul. Ouais, faut pas me dire ça, nanana. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, tu cherches à t'autoréguler parce qu'il y a une situation, il y a quelque chose, ça j'entends, et c'est vachement bien cette démarche que tu es en train de faire. Mais est-ce que moi je peux t'aider dans quelque chose et tout ça? Et est-ce que de quoi tu as vraiment besoin en fait? Et il me dit, mais si je pouvais prendre un coussin et taper dedans et hurler toute ma colère, bah, je le ferais. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Et il me dit, bah, on est à l'école. Je dis, bah, là, il y a une petite pièce qui est pas occupée. Tu vas me prendre un coussin tu vas voir ta prof dans la classe, tu prends le coussin, tu vas dans la petite pièce, tu préviens que t'es énervé, que tu vas crier, mais que tu reviens, que je suis à côté, voilà, et tu fais ton truc. Donc il a pris le coussin, il a hurlé, mais vraiment il a hurlé, hein. Et en plus, les gamins lui ont remercié parce qu'on dit mais merci parce que nous aussi on est en colère, mais on sait pas d'où ça vient en fait. Donc il a permis aussi cet espace-là. Et du coup, le gamin, il a été répondre à son besoin. Moi, je lui ai juste dit est-ce que moi je peux te contribuer, est-ce que je peux t'aider, est-ce que t'es sûr que, enfin voilà, tu penses qu'en marchant c'est s'autoréguler, mais il y a plein de formes de
il y a plein d'autres formes en fait pour faire en fait. Et donc du coup ouais, c'est de pouvoir permettre ça en fait, et du coup d'accompagner et de pas juger le comportement, justement de se dire bah, il y a un besoin là. Là du coup c'était de gérer son émotion de colère et d'avoir l'espace safe pour pouvoir l'exprimer en fait. Et après, il était calme toute la journée. Même je le trouve déjà beaucoup plus calme. Et puis après, des fois, il regarde le coussin, il me regarde et on rigole en fait. Tu vois. Et de pas en faire un drame en fait. Tu vois. Parce que souvent, je vois les adultes qui partent dans des Ouais. trucs. Je suis là, waouh. Voilà, on est parti très très loin alors que c'était un besoin peut-être d'un adulte qui avait besoin de calme parce qu'il a une journée chargée. Donc aussi le dire aux enfants, dire là, maman, elle est oh là là, elle a une journée chargée, je suis pas de très bonne humeur, je vais avoir besoin aussi de m'autoréguler, d'être dans mon espace. Et si je te réponds pas ou je suis un peu énervée, voilà, c'est la conséquence qui risque de t'arriver si tu respectes pas mon espace aussi, parce que moi aussi j'ai un espace et je suis un être humain. Par contre, ce que je vais te demander, c'est voilà, j'ai besoin pour le moment peut-être d'aller prendre un bain, d'aller écouter mon podcast, d'aller faire du tapis dans ma chambre, enfin j'en sais rien. Et aussi d'être ce modèle aussi pour les enfants, parce qu'en fait, les enfants, surtout les super sensibles, ils ont une capacité pour biomimétiser les choses. Et en plus, ces gamins-là, ce qu'ils essayent de faire souvent, c'est de t'aider à décharger tes émotions. Ils essayent de t'aider. Donc, ils Mm. vont prendre l'émotion avec eux. Ils vont dupliquer en plus avec des émotions que eux, ils n'ont pas gérées à eux. Et après, ça fait un gros bordel familial Mm. avec. Moi, je reçois pas mal d'enfants qui peuvent avoir des troubles de l'opposition. Et du coup, il faut vraiment décanter tous les comportements, les besoins, les trucs, les machins. Et souvent, c'est deux besoins humains qui, à ce moment-là, se sont un peu entrechoqués parce que c'était pas le même, en fait. Donc, une maman qui peut avoir besoin de prendre son fils en rentrant de l'école ou de savoir absolument ce qu'il a fait à l'école, et le gamin qui a besoin de son espace parce qu'il est en train, il a encore la sonnerie dans les oreilles de l'école, il a encore le grincement des chaises, il y a un truc qui est pas passé quand il a mangé. Quelqu'un qui lui a dit quelque chose, il a pas compris le sens social du truc, il est encore dedans, enfin tu vois. Et en fait, on vit tous notre réalité et ça peut être difficile de se rejoindre en fait, En voilà. fonction Et de souvent, on l'autre. va se rejoindre par la connexion Mm. conflictuelle, mais il y a d'autres manières de faire en fait. Oui, complètement. Mais c'est très évocateur ce que tu dis, puisque bon, moi je suis plutôt au contact d'adultes, même si j'ai des enfants, mais je le vois aussi dans le monde du travail, c'est-à-dire que on voit, le- on parle beaucoup de gérer ses émotions, etc., mais on n'a tellement pas été éduqué dans cette voie-là qu'on le voit au travail. Dans les réunions, un simple petit truc qui peut Oui, prendre des proportions pas possibles, ou des échanges mails, des échanges Slack ou Teams ou autres. Et parfois, quand t'es spectateur, tu vois le truc prendre de l'ampleur, tu fais oula, mais que se passe-t-il? Et il y a vraiment derrière ces émotions non gérées, ces besoins non écoutés oui. qui prennent une ampleur dingue, alors il y a pas d'enjeu réel, en Oui, fait. non, il y a pas de et puis au contraire, ça ralentit les choses. Après nous, ce qu'on aime bien faire à l'école aussi, au-delà de que les enfants ont cet espace-là aussi avec nous pour, voilà, il y a toujours un adulte disponible ou pas, ou si on n'est pas disponible, moi des fois je dis: «Voilà, je suis ah non mais pause, non en fait, va discuter avec un copain». Enfin, quoi d'autre est possible que l'adulte aussi, des fois, il faut qu'ils gèrent aussi leur truc. Et du coup, c'est aussi de se dire que, mince, j'ai perdu mon idée. C'était par rapport à ce que tu disais. Attends, merde. Ah, que parfois, quand on était justement spectateur, on voit les choses prendre une ampleur dingue. Et on sait plus trop pourquoi, mais parce qu'il n'y a pas de l'écoute des émotions derrière, en fait. Et que les émotions, Oui. c'est le carburant C'est ça. de Bah, nos à l'école, on quotidiens. fait ce que demandent de plus en plus les élèves qu'on leur a appris, on fait des cercles de parole. Donc une fois par semaine, ou des fois un matin quand ils sont pas réveillés, machin, tout ça, on se met en cercle. Et en fait, on adresse soit une émotion, soit un truc, ou un truc à dire qui a pas été, ou un truc qu'on aimerait beaucoup faire parce que on a dit qu'on allait le faire et qu'on l'avait pas encore fait parce que ça s'est pas mis dans l'emploi du temps. Et en fait, le fait d'avoir ces moments de connexion aussi en groupe, ça aide parce que bah, on sait aussi qu'on a l'espace comment dire, pour communiquer. Et peut-être que c'est aussi ce type d'espace qu'il faudra en entreprise, tu vois, l'air de rien. Oui, et c'est toute cette difficulté aussi entre travail en remote, en télétravail, présentiel, etc., qui vient aussi perturber les habitudes. Au-delà de changer énormément le mode de fonctionnement et les repères, ça vient aussi beaucoup changer ce besoin de lien, ce besoin de connexion que je vois se manifester beaucoup plus fortement vers des générations plus jeunes que moi, par exemple. Ce besoin de connexion, ce besoin de sens que tu Oui. pouvais Mm. aussi évoquer et qui reste la clé, en fait, aussi dans ces singularités-là et dans cette divergence-là. Ouais, puis ouais, les nouvelles générations qui arrivent, tu vois, ça va être encore. Enfin, je veux pas dire pire parce que pour moi, c'est positif, mais pour ceux qui sont pas en capacité d'accueillir ça, ça va être pire en fait. Donc, puis moi, je le vois, hein. Je vois les rendez-vous d'inscription même d'entre il y a 4 ans et maintenant sont plus du tout les mêmes.
Il y a des gamins qui disent, moi je veux choisir mon école, hein. Moi je vais pas là-bas parce que c'est l'école de collège, enfin le collège de secteur, ou parce que c'est sous contrat et que ça sera je sais pas quoi, tu vois. Ah ouais. Bah en plus, tu vois, moi je fais quand même quelques vidéos sur les réseaux et je commence à avoir des gamins qui m'écoutent et qui me disent, mais pourquoi on peut pas aller chez toi? Bah j'ai pas. T'habites où, Lyon? Bah ça va être un peu compliqué. Mais voilà, en fait, ils se disent, tiens, il y a des écoles différentes qui existent et les enfants sont pas forcément au courant de ça, en fait. Donc, tu Non, vois, complètement. donc, C'est aussi le côté positif des réseaux sociaux. oui, c'est le côté positif des C'est réseaux aussi le sociaux. côté qui est chouette. Mm. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant ça, Julie, j'aimerais te poser une question peut-être un peu plus personnelle. C'est pas impossible que je te réinvite dans quelques mois sur le podcast parce qu'il y a encore plein de sujets à aller creuser et à aller aborder. Mais je vais terminer par une question un peu personnelle. Si tu pouvais remonter le temps et parler à la petite Julie, justement, que tu as évoquée à plusieurs reprises, celle qui avait 6 ans, qui se sentait aussi peut-être un peu interpellée par ces traitements, mais peut-être aussi un peu différente parce que tu ne les cautionnais pas ou déjà ça t'interpellait. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, j'aurais envie de lui dire que tout va bien se passer, qu'elle va suivre ses rêves, qu'elle va oser aussi savoir dire non, parce qu'en fait, je crois que pour créer des choses, il faut oser dire non à l'existant, en fait. Et je lui dirais peut-être aussi d'être moins dans le combat. Parce que moi, j'ai été longtemps dans le combat. Et en fait, le combat, c'est très, 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 très fatigant. Et en fait, s'opposer à quelque chose, finalement, ça crée pas beaucoup plus vite et d'être en paix avec voilà, la contribution et la vision que la petite fille avait déjà quand elle avait 6 ans en fait, et que tout va se dérouler et que même on va créer des choses que même elle avait pas encore imaginées. En fait. Parce que tout ton parcours, toute ta carrière, toutes tes années d'expérience sont quand même un parcours aussi très atypique et très différent de ce qu'on peut imaginer. Oui, 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 tout à fait. Après, je m'attendais pas à immigrer pendant 10 ans au Canada à mes 22 ans, tu vois, et à larguer toutes mes études en disant, mais en fait, j'ai suivi toutes les cases pour avoir un diplôme, pour avoir une vie, voilà. Je suis pas mariée, tu vois, enfin, j'ai pas de CDI, je suis entrepreneur, enfin voilà, et que ça aussi, c'est une vie qui est tout à fait légitime, en fait, que le cadre normatif qu'on nous propose, en fait. Donc, Et je sais qu'il y a plus d'une personne qui nous écoute qui va se reconnaître ouais. aussi là-dedans. Super. Quel serait ton mot de la fin, Julie? Ça serait vraiment de prendre du temps de connexion avec les enfants, avec les ados, vraiment de faire ce chemin. Je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent, parce qu'en fait, les enfants, ils nous réapprennent la connexion, parce qu'en tant qu'adulte, on peut être vachement déconnecté quand même, hein. Déconnecté du corps, déconnecté de nos désirs, déconnecté de nos rêves, en fait. Et que les enfants, ils ont aussi ce rôle-là de nous enseigner des choses, donc de vraiment pas hésiter à écouter, observer ce qu'ils ont à nous dire. Et vraiment aussi, je dirais aux adultes de vraiment tous les matins de se dire bah, je suis une personne merveilleuse, je veux vraiment être dans la douceur et vraiment la vulnérabilité avec moi-même, et qu'en fait, il n'y a rien qui est grave. Vraiment, voilà, on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de péter un câble aussi de temps en temps, ça fait du bien. Puis des fois, il y a des gens qui reçoivent que l'énergie du killing en mode comme ça et c'est comme ça. Et vraiment d'être ouais, d'être vraiment en amour de soi. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'on enseigne à nos enfants. Plus on va être dans l'amour de soi, le respect de soi, et plus on va l'enseigner aussi à nos enfants. Et moins ça prend de temps d'enseigner aux enfants aussi, parce qu'ils voient ça. Et les enfants, ils sont aussi pour nous rappeler ça, l'amour en fait. La connexion, l'amour, le partage, la créativité, la joie. Donc, de pas hésiter à ces moments de connexion, c'est pas des pertes de temps. Et c'est beaucoup de gains d'énergie. Et l'autre a beaucoup à nous apprendre, même si votre mode de fonctionnement n'est pas le même que celui de votre enfant. Parce que tu peux avoir des parents qui sont assez similaires et des enfants et des parents qui sont pas du tout pareils, mais que dans nos différences, on vient vachement se compléter, hein, et de pas lâcher, quoi. Ouais. Ouais, ouais, de pas lâcher et de continuer, mais c'est très intéressant et je te remercie. Je sais que tu as créé, donc je mettrai tous les liens dans les commentaires de l'épisode, donc vous allez pouvoir les retrouver. Je sais que tu as créé aussi une newsletter que tu envoies assez régulièrement, que j'adore lire aussi. C'est une de celles que j'attends avec impatience. Donc je mettrai les liens en commentaire. Donc il y a la partie Unica et la partie Station Phoenix, mais je mettrai principalement ton profil LinkedIn en contact pour pouvoir rester avec toi et j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à partager cet épisode à toute personne qui pourrait être utile, à qui cet épisode pourrait être utile autour de soi. C'est parfois juste ce petit geste-là qui peut faire la différence pour une journée, une prise de décision ou une reconnexion avec ses enfants. Merci beaucoup Julie pour ton temps et puis à très vite je pense. Merci beaucoup.